Je suis heureux d'avoir à mes côtés Lucie Conticello du M, le magazine du Monde, Stéphane Régy de Society et Rini Gremaud de T, le magazine du Temps. Merci de les accueillir. Donc, pour les présenter de manière très brève, Lucie Conticello a commencé sa carrière en tant qu'assistante de rédaction photo d'un nouveau magazine d'information italien qui s'appelait Libéral. Et ensuite, après 2 ans de formation, est partie à New York pour poursuivre une carrière d'éditrice photo et de critique, et a travaillé pour de très nombreuses publications, dont Business Week, The New York Times Magazine, Courrier International et le International Herald Tribune, mais aussi pour des agences photo très reconnues, dont SIPA, Magnum et l'AFP également. Et depuis 2011, Lucie Conticello est directrice photo de M, le magazine du Monde. Stéphane Régy est donc le co-rédacteur en chef du magazine Society. Diplômé de Sciences Po à Paris, il a été rédacteur en chef d'abord du magazine SoFoot de 2008 à 2014. Et en 2015, il a participé à la création donc, de ce magazine Society, un magazine d'actualité quinzomadaire. Alors, je ne connaissais pas ce terme, mais je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé ou si c'est un terme qui se pratique de manière générale, mais donc, il est aujourd'hui le co-rédacteur en chef. Et également, depuis cette année, il est co-directeur d'une nouvelle collection True Crime aux éditions 10-18, qui explore les grandes affaires criminelles qui hantent la société américaine. Et enfin, Rini Gremaud, qui est donc rédactrice en chef du magazine T, affilié au quotidien Le Temps depuis 2021, et qui, par le passé, a travaillé pour le quotidien Le Temps pendant de nombreuses années, dans les rubriques économiques et société, et également pour l'actualité radio de la RTS, la radio-tv suisse. Rini Gremaud est également l'auteur de 2 livres, Un monde en toc, qui a été édité en 2018 aux éditions du Seuil, et Générator, qui je crois vient tout juste de sortir chez Sabine Wespeiser. Donc, comme pour les autres panels, je vais passer la main à nos intervenants pour présenter leurs différents médias. T, le magazine du Temps. Donc, c'est un magazine qui est encarté dans le quotidien. On a un tirage de 35 000 exemplaires et on a un lectorat plus ou moins de 80, un peu plus que 80 000 personnes. Ça, c'est les chiffres officiels. L'équipe en fait, de ce magazine qui paraît toutes les 2 semaines, c'est donc 6 personnes. C'est vraiment pas grand-chose. C'est une graphiste, une icono, un secrétaire de rédaction, une journaliste, une adjointe de la rédaction en chef et moi, et évidemment beaucoup de pigistes. L'historique, c'est que ce magazine en fait, a été créé en 2017. C'était un magazine orienté très lifestyle, enfin art de vivre. Et c'est un magazine qui, dans ses premières années, en fait, a acquis une très bonne base d'annonceurs, donc avec beaucoup de revenus publicitaires, avec un très bon ancrage publicitaire, mais disons comme c'était un magazine encarté au niveau du lectorat, en fait, a eu, disons, des retours assez mitigés, quoi. C'était un magazine qui n'était pas forcément très aimé des abonnés. Voilà. Ce qui a changé, donc moi j'ai pris la rédaction en chef du magazine en 2021 et en fait en 2022 on a changé beaucoup de choses. On a fait une nouvelle formule où on a à la fois changé le positionnement éditorial, on a changé la périodicité, parce qu'il faut aussi dire qu'au lancement du magazine, la production était assez aléatoire, et puis on a changé entièrement la maquette. Voilà.
Donc aujourd'hui, au niveau de la périodicité, on paraît 2 fois par mois, on fait des grandes pauses en été et en janvier, ce qui fait que tout au long de l'année, en fait, on arrive plus ou moins à une vingtaine de fois. Voilà. Au niveau du positionnement, donc on passe d'un magazine qui était orienté essentiellement lifestyle à une plus grande ouverture vers les sujets culturels. Donc aujourd'hui, on se positionne comme un magazine culture et lifestyle, et on entend culture au sens vraiment très très large, plutôt culture générale que culture institutionnelle. Comme on est en fait finalement un magazine généraliste, parce que sous ce chapeau, enfin sous ce mot de la culture, en fait, on fait entrer énormément de choses. Finalement, on essaye plutôt de se définir par rapport à ce qu'on ne fait pas. Donc, ce qu'on ne fait pas, c'est de l'actualité. On ne fait pas de politique. Et sur le principe, on ne fait pas non plus de sujets anxiogènes. Alors c'est une définition qui est assez floue, quoi. Mais disons, ça nous permet de quand même donner quelques lignes ou un cadre à un magazine qui sinon pourrait être vraiment du coup assez flottant. Alors quand on définit ce qu'on ne fait pas, c'est aussi parce qu'on est un magazine encarté dans un quotidien, pour ne pas non plus marcher sur les plates-bandes de nos collègues. Enfin, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne fait pas ces choses-là, mais c'est aussi pour miser sur une complémentarité et pour pouvoir en fait finalement compléter l'offre du week-end du temps, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une rubrique anxiogène dans le temps ? On pourrait se poser la question. Bon, voilà, enfin, c'est une question dont on peut discuter tout à l'heure, mais c'est vrai que d'une certaine manière, c'est aussi un reproche qu'on fait des fois au quotidien ou à l'actualité, c'est d'être dans des sujets qui sont très, un peu angoissants. Et nous, on essaye de sortir un petit peu de ça. Mais il faut dire que la définition d'anxiogène, elle est très difficile. Enfin, il y a des choses qui peuvent être angoissantes pour certaines personnes et qui ne le sont pas pour d'autres. Donc, on essaye de naviguer un petit peu avec ça, quoi. L'objectif, au fond, de cette nouvelle formule éditoriale, quand on a réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait être comme type de magazine et surtout, en fait, qu'est-ce qui pouvait justifier aujourd'hui l'existence d'un magazine papier glacé, on a essayé de miser sur finalement ce que peut le magazine et que ne peut pas le digital. Et dans cette perspective-là, on s'est dit un magazine, alors d'abord c'est pas un flux, c'est un objet. Et en fait, dans cet objet, on doit pouvoir rencontrer toutes sortes d'articles. Ce que font les algorithmes aujourd'hui ou ce que font les réseaux sociaux, c'est que si vous aimez un certain type de contenu, on va vous proposer toujours plus de ce même contenu. Ce que peut faire le magazine, ce que peut faire le papier, c'est proposer des choses qui vous surprennent. C'est d'ouvrir des fenêtres là où vous ne pensiez pas qu'elles étaient. C'est vous dire, voilà, vous avez aimé ça, mais en fait, nous, on vous propose tout autre chose. Voilà. Et puis, dans ce magazine généraliste qui arrive en fait chez les gens sans vraiment qu'ils l'aient demandé, nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'avoir un peu du contenu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas en tête un lectorat type. On va se dire, ce magazine, il peut passer dans les mains de tout le monde dans la famille. Il peut être posé sur une table et beaucoup de gens très différents, avec des intérêts très divers, peuvent s'y plonger. Donc l'objectif de cette variété qu'on cherche à offrir, c'est d'une part de casser la bulle de filtre, donc celle dans laquelle on évolue dans le monde digital, c'est d'offrir une forme de sérendipité, c'est-à-dire un peu de fonctionner sur du hasard. Hein. Vous allez peut-être, en l'ouvrant, rencontrer un sujet auquel vous n'aviez pas pensé, mais qui vous intéresse quand même, et de miser aussi sur le temps long de la lecture du week-end. Voilà. Quand on a repensé la maquette, on s'est dit, voilà, on arrive avec beaucoup plus de diversité, donc ça veut dire qu'on a une nécessité de ranger et de structurer pour pouvoir faire cohabiter peut-être des typologies, des régimes d'images en fait qui peuvent être très différents. Ça veut dire que c'est une maquette qui doit pouvoir contenir des shootings de mode et aussi des reportages sur le sable. Donc la maquette, pour le coup, elle est rigide pour pouvoir
permettre cette cohabitation. Je vais vous montrer des images et ce sera beaucoup plus clair tout à l'heure. On a créé une structure avec 3 parties. On a une entrée de magazine qui s'appelle Curiosité. On a cette partie culture au sens large qu'on a appelée Humanité et la partie lifestyle qu'on a appelée Vanité. Dans Curiosité, donc c'est une ouverture de magazine, on a des brèves et des chroniques. Ça ressemble à ça, pour celles et ceux qui ne l'ont jamais ouvert. Si jamais vous l'avez à disposition aussi là-bas, donc vous pouvez aller le feuilleter. On a des chroniques, voilà. Là, on a une chronique régulière, on a un chroniqueur qui écrit sur sa vie avec son chien. Et voilà, donc on a un rendez-vous régulier. On a aussi en entrée de magazine des choses on a essayé de faire rentrer des choses justement qui n'existent nulle part ailleurs. Donc on a par exemple un duel épistolaire. Et dans ce duel épistolaire, on fait se rencontrer 2 personnes. Là, en l'occurrence, c'est un écrivain qui s'appelle Yegor Gran, qui dialogue avec une femme russophone à Genève qui s'appelle Nadia Sikorsky et qui est aussi rédactrice en chef d'un média russophone. Et autour d'une question, comment peut-on aimer la Russie aujourd'hui ? Et ils se sont échangés en fait 5 lettres. C'est donc voilà, c'est le concept du duel épistolaire. Dans la partie Humanité, on a des portraits, des rencontres, des articles qui racontent l'époque, des reportages. On a aussi introduit quelque chose qui moi me tenait beaucoup à cœur, c'est un feuilleton. Ce feuilleton, en fait, on a eu par exemple un fait divers raconté en 10 épisodes. Qui était en fait une fiction basée sur un fait divers plutôt. Ce semestre, on occupe la case de ce feuilleton avec, on invite en fait des écrivaines romandes à écrire sur le sujet de la ménopause. On en a parlé tout à l'heure. C'est un sujet relativement tabou. Et nous, ce qu'on avait envie de faire, c'est justement de le rendre au monde du récit et de la fiction et de le mettre sur 6 pages. Et on a aussi des portfolios. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est peut-être beaucoup plus parlant. Là, par exemple, c'est une ouverture de magazine, c'est un portrait du curateur Hans-Ulrich Obrist. La maquette, comme je vous l'ai dit, en fait, elle est assez simple. On sépare texte et images. On a des pleines pages texte et des images à côté. Généralement, elles ne cohabitent pas. On a des rencontres avec des écrivains, des écrivaines. On a des sujets comme celui-là, permis de jouer. C'était une question qu'on se posait sur est-ce que les places de jeu sont trop douillettes ? Est-ce qu'on protège trop les enfants dans l'espace public ? Donc ça, c'était un sujet. Et puis on peut avoir des sujets comme celui-ci qui est un portfolio sur le sable. Et en fait, la pénurie qui se prépare, la pénurie de sable en fait qui est en cours. Voilà. Donc ça, c'est des portfolios. C'est vous montrer vraiment aussi la diversité des sujets qu'on a. Là, c'est un sujet historique sur l'opéra de Sydney. Et là, ça c'est l'espace du feuilleton où on a aussi dans ce magazine des doubles pages de texte, et uniquement de texte. On a aussi des portfolios, et là, c'est un portfolio de graphisme. C'est assez rare qu'on le fasse, mais j'étais contente qu'on le fasse, où on a fait un portfolio sur le nouveau passeport suisse, où les photos sont prises au microscope, et c'est assez beau. C'était dans un numéro sur le voyage. Donc portfolio de graphiste. Et donc dans la deuxième partie lifestyle, vanité, donc là-dedans on met les sujets design, mode, horlogerie, gastronomie, des sujets psycho, des sujets beauté. On a des shootings, donc ça c'était un shooting qu'on a fait où on n'a pas travaillé avec des mannequins, mais on a travaillé avec des gymnastes, et c'était aussi un rendu qui était assez chouette. Des sujets horlogerie. Où là, plutôt que de faire parler des spécialistes d'horlogerie sur les montres, on fait parler des gens qui aiment les montres sur des montres. On a des shootings beauté, cosmétiques, des sujets gastronomie où là on travaille autour d'un produit
un produit, là, la cima di rapa, qu'on fait cuisiner à un chef local. Voilà. Et puis on a aussi une page de DER qui travaille sur les looks de rue, en fait. Voilà, on photographie des gens et on leur fait parler des vêtements qu'ils portent. Donc c'est pour vous montrer, voilà, juste la diversité de ce que contient ce magazine. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va passer la parole à Stéphane. Ouais, alors moi, je n'ai pas préparé de PDF comme ça, mais il y a quand même, je crois, des petits des visuels de couverture et de page intérieure, voilà, qui vont être projetés. Society, c'est donc un quinzomadaire, donc quinzomadaire qui est tout simplement un bimensuel. Et pour la petite histoire, on a choisi le mot de quinzomadaire, qui est un mot qu'utilisait Jean-François Bizot, qui est, je crois, l'inventeur de l'expression. Voilà, qui est une référence pour nous. C'est un magazine beaucoup plus jeune. Vous voyez, Catherine Millet fêtait les 50 ans de Hard Press. Nous, on a sorti notre numéro 200 il n'y a pas longtemps, donc ça fait donc bientôt 8 ans que le magazine existe. Brièvement, pour faire une petite histoire, je vais rembobiner un petit peu. Comme Marc l'a dit, on a démarré en faisant un magazine de foot qui s'appelait SoFoot, d'une manière un petit peu fanzinale, avec d'autres amis, où on était jeunes, on était fans de foot, on était jeunes journalistes. Et on était très frustrés de ce qu'on pouvait lire le lendemain d'un match, de ce qu'on pouvait lire dans les quotidiens, comme l'Équipe par exemple, où c'était vraiment le résumé du match et on pensait qu'il y avait d'autres choses à dire sur le football. Donc on a lancé ça comme un fanzine, mais qui était vendu en kiosque. Et il se trouve que ça a plutôt bien marché. Et de fil en aiguille, finalement, on s'est dit qu'il était possible de raconter beaucoup de choses qui se passaient dans la société à travers le prisme du foot. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, on s'est dit qu'on pouvait raconter beaucoup de choses qui se passaient dans la société, mais en enlevant le prisme du foot. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer un magazine voilà, sans le foot, qui pourrait s'appeler Society, par exemple, qui est donc ce magazine. Qui a l'ambition de raconter tout ce qui se passe dans la société, donc de manière généraliste, c'est-à-dire qu'il y a des papiers qui peuvent être politiques, des papiers culture. Volontairement, on a ôté tout rubricage. On ne voulait pas se sentir prisonnier d'avoir forcément 4 pages sur l'actualité internationale, 4 pages sur forcément de la musique à chaque fois. Enfin, voilà, donc on voulait se sentir un peu libre aussi dans les formats. Donc là, vous voyez par exemple, ça c'était quoi? Ça c'était un article sur le dernier rhinocéros blanc d'Afrique qui est mort depuis d'ailleurs, je crois. Vous avez vu avant, il y avait un article sur un jeu vidéo qui fait 14 pages, je crois, dans le numéro qui est actuellement en kiosque. Ouais, c'est un jeu vidéo qui n'est jamais sorti, qui devait être le plus grand jeu vidéo du monde, qui s'appelle Star Citizen et qui est devenu une sorte d'apocalypse now du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il dépense de l'argent et ça ne sort jamais. Voilà, donc c'est des histoires comme ça qu'on essaye de raconter, en ayant toujours une visée narrative, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de chercher que ce soit une histoire avec des personnages qui progressent, voilà, qui fassent récit et qui soient finalement le plus agréable possible à lire. Donc on va pas être dans du décryptage pur et dur. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais de la même manière que quand on a fait notre magazine de foot, on partait du principe que les gens qui le lisaient savaient déjà les scores. Là, on part du principe que les gens sont déjà informés quand ils lisent Society. Ils ont de plus en plus, il y a un flux en direct. Donc on sait ce qui s'est passé et le magazine, on va plutôt essayer de chercher des histoires
soit qu'on n'a pas vu, soit un autre regard sur l'histoire, soit effectivement avec un plaisir de lecture ou de récit. Ce qui nous a amené n'ayant ni rubrique, etc., nous amène parfois à réfléchir beaucoup sur les formats, sur les longueurs et parfois se permettre des choses, puisqu'on n'a pas de maquette préétablie avec des lignages très précis. C'est vraiment souvent les journalistes ont une grande liberté, parfois peut-être un peu épuisante d'un point de vue de rédacteur en chef, puisqu'ils ont tendance à écrire très très long et à mettre beaucoup de temps à faire leurs articles, et il faut quand même sortir le magazine tous les 15 jours. Donc ça nous amène à des aventures qu'on n'avait pas forcément prévues. Par exemple, il y a quelques années, on avait fait un article donc, sur une affaire criminelle célèbre en France, qui est l'affaire Dupont de Ligonnès. Je ne sais pas si vous situez. Donc c'est un type qui a trucidé sa famille et qui a disparu et qu'on n'a pas retrouvé depuis. Et voilà, donc on voulait on voulait enquêter là-dessus, et les gens qui ont enquêté là-dessus ont enquêté beaucoup trop. Enfin, bon, finalement, ils ont écrit un livre. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Ils avaient l'air plutôt contents, donc on leur a dit bon bah voilà, et ça faisait je crois 230 000 signes, ce qui n'est pas publiable dans un magazine, donc on avait décidé de le faire en deux épisodes. Et c'est marrant parce que tu parlais de feuilleton, alors on n'était pas trop sûr de nous parce que tous les 15 jours, est-ce que finalement le rendez-vous va pouvoir exister. Bon, il se trouve que ça a bien marché, donc on était contents. Mais voilà. Ou alors, par exemple, pour les 1 an du Covid, on s'était dit, on a toujours rêvé de faire un numéro avec un article unique qui ferait tout le numéro. Donc on s'était dit au moment des 1 an du Covid qu'on allait interroger énormément de gens différents qui allaient de gens lambda qui ont attrapé le Covid, voilà, de gens qui ont eu des proches qui sont décédés, de gens qui ont changé de vie, il y avait même Jean Castex, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean Castex, éphémère Premier ministre français, mais qui s'était prêté au jeu parce qu'il racontait comment s'il a été nommé Premier ministre pendant la pandémie. Donc il était en train il s'était fait appeler, faut que tu viennes à Paris voir le président. Alors il racontait comment sa femme lui avait préparé des sandwichs et tout. Et il y avait et l'idée était de raconter 1 an dans la vie de beaucoup de gens. Voilà, une sorte de grand récit oral, voilà, et qui faisait donc 84 pages moins les pubs. Voilà, donc on essaye souvent de réfléchir beaucoup. Enfin, il y a une grande liberté qui est laissée aux journalistes, et après on essaye de parler avec eux pour essayer quand même que ça cadre dans un format de magazine, et voilà, d'essayer des formes. Là je parlais de récit oral, on aime bien essayer de raconter, donc voilà, parce qu'il y a quand même un défi à faire lire les gens des récits un peu longs, donc on se pose des questions, beaucoup de comment les raconter, voilà. Et donc, pour finir juste la présentation, pour situer, donc le magazine aujourd'hui, on a une quinzaine de journalistes titulaires, mais qui font aussi, parce que le magazine de foot dont je vous parlais existe toujours, donc qui peuvent écrire sur les autres magazines. Donc on se partage un peu. Donc ça sort tous les 15 jours, et on a des chiffres de vente qui sont autour de 50 000 exemplaires de chaque numéro, en comptant le numérique, parce qu'on est vendu effectivement un peu en numérique, et sur Caféine dont on parlait hier, plus les abonnements. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Moi non plus, mais c'était très bien. Merci beaucoup. Donc on va passer la main à Lucie. Bonjour. Alors moi, à la différence de Rémi et Stéphane, je suis rédactrice photo. Du coup, je dirige une équipe de Icono. Le M tel qu'il existe aujourd'hui a été créé en 2011.
en allant chercher des gens qui n'étaient pas du monde pour le faire. Du coup, il y a la rédactrice en chef qui est Marie-Pierre Lannelongue, qui vient de Nouvelle Obs et avant ça de Elle, le directeur de la création qui venait de l'époque, qui venait de Jalouse, moi je venais de l'IHT, etc. C'est des gens qui avaient une spécificité sur la création de magazines. C'est un magazine qui est un magazine généraliste vendu dans le monde, du coup qui n'existe que pendant 1 jour par semaine, et caché dans le journal, mais qui nous permet effectivement d'avoir déjà ces lecteurs-là, qui payent un tout petit peu plus pour acheter aussi le magazine. On a à peu près 400 000 exemplaires et on a une équipe d'à peu près 40 personnes. Le travail est toujours un travail collectif et je pense que c'est ça qui a été déjà dit avant, mais la réflexion dans le collectif crée la diversité des sujets et la diversité des histoires personnelles et des issues des différentes personnes dans la rédaction font qu'on s'intéresse à un plus large nombre possible de sujets. On a une structure qui est plus ou moins fixe, où on a un début de magazine qui est sur l'actualité qui peut être culturelle, politique, sociétaire, une partie centrale qui a 4 ou 5 papiers de long cours qui vont de 7 pages à 4 pages sur des profils, des portraits de personnalités. Ça peut être de l'actualité internationale, politique, culturelle, et une partie à la fin qui s'appelle le goût. Le goût qui est mode, art de vivre, gastronomie, design, architecture. Voilà, on essaye d'avoir ces 3 sections-là, mais dans ces sections-là, effectivement, la pagination peut changer. Et ça dépend de la qualité de papier, de la prod photo, de la recherche photo, si c'est une recherche. Ça a été commencé vraiment avec l'idée du coup, une équipe qui était nouvelle et une équipe qui a voulu vraiment créer son identité visuelle à elle. Les premiers discours, même avant de signer des contrats avec Le Monde, c'était « on va produire ». Du coup, on est très fiers aujourd'hui de pouvoir dire notre identité visuelle, ça puisse plaire ou pas, c'est une identité qui est vraiment à nous, qu'on a créée avec un groupe qui change constamment et qui s'agrandisse d'écriture photo, qui entretient du coup ce dialogue constant avec des photographes qui font des propositions, qui s'enrichissent, qui commencent peut-être des collaborations avec des tout petits papiers pour après quelques mois devenir quelqu'un qui fait la couverture ou fait un portfolio. Et de ça, je suis vraiment fière. C'est vraiment une espèce de houmous de gens qui amènent des sujets, qui sont très différents des sujets qui amènent les journalistes qui s'occupent de l'écrit. Des fois, on les met en contact et des fois, ils créent des choses ensemble. C'est toujours une question de synergie. Des fois, les photographes ne se rendent pas compte que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi nous, pourquoi maintenant. Du coup, pourquoi ce récit photo est magnifique, mais pourquoi on devrait le sortir maintenant, pourquoi nos lecteurs. Du coup, c'est des questions... Et le contact avec les journalistes, effectivement, les aide à comprendre comment mieux pitcher leurs histoires et comment mieux réfléchir à leur histoire d'une façon journalistique. Après, il y a la direction de la création qui s'occupe de tout, la série et mode. On a un calendrier annuel qui correspond grosso modo à d'autres magazines dans lesquels j'ai travaillé, où évidemment c'est impulsé aussi par la publicité, mais on a des spéciaux qui sont le spécial mode féminin, le spécial mode masculin, le spécial accessoire, le spécial voyage ou beauté. Et même si c'est impulsé par le fait qu'on sait qu'on va effectivement avoir des pages publicitaires qui payent nos salaires et celles de nos confrères au quotidien, nous permet de vraiment trouver des sujets d'actualité, d'enquête,
dans le monde de la mode, de la beauté. Voilà, mais voilà, on reste généraliste, on a des papiers qui traitent l'international, la politique, mais comme disait Rémi, qui ne revient pas sur des sujets qui sont déjà traités par le quotidien. Du coup, c'est l'actualité, mais avec un pas à côté, c'est approfondi, on y revient un mois après. Voilà. Merci beaucoup. On va laisser des... Oui. Du coup, la rédaction de M, c'est 40 personnes. La rédaction photo, c'est 5 personnes. On a des éditeurs et correcteurs. Oui. On a 7, il me semble, 8 rédacteurs, éditeurs, correcteurs qui fact-check et qui rééditent les papiers. Et la rédaction en chef avec les adjoints, c'est 4. Plus tous les journalistes qui s'occupent de concevoir et penser au papier, plus les pigistes. Merci beaucoup pour ces introductions. Moi, je voulais commencer avec une petite question qui s'adresse donc à Rini et à Lucie. C'est que vos 2 magazines sont des magazines qui sont affiliés à un quotidien. Et vous avez déjà évoqué un petit peu la structure, l'indépendance, mais je me posais la question de savoir à quel point il y a une collaboration avec le quotidien, ou comment se passent ces échanges au niveau du travail que vous faites, ou si c'est vraiment... il y a peu de communication finalement entre vos différentes équipes. Alors, très, très formellement, en fait, notre équipe, ou moi en particulier, je participe au briefing hebdomadaire du quotidien. Ce qui permet par ailleurs de ne pas se marcher dessus, de coordonner un petit peu les sujets, de s'informer en fait les uns les autres de ce qu'on est en train de faire. Mais pour le reste, on constitue nos sommaires de manière très indépendante, très autonome. Et en fait, notre autonomie, elle vient aussi du fait qu'on travaille à des rythmes qui sont très très différents. On en parlait hier, en fait, nous on a des délais d'impression qui sont très longs, c'est-à-dire qu'entre le moment où on boucle le magazine et le moment où il est encarté dans le journal, il se passe déjà 10 jours. Et ce délai-là, en fait, nous oblige à travailler très très en amont. C'est-à-dire, par exemple, le sommaire d'un magazine, il sera bouclé quasi 40 jours avant sa date de sortie, quoi. Donc, avec 1 mois et demi de décalage, en fait, moi j'ai des collègues pour le journal quotidien qui réfléchissent la veille pour le lendemain. Moi, je réfléchis 40 jours avant pour 40 jours après, quoi. Donc, de ce fait-là, on est décalé de facto. On collabore dans une certaine mesure, mais en fait, c'est assez difficile pour moi de faire travailler mes collègues du quotidien pour le magazine parce que le quotidien, c'est l'urgence. Le quotidien, c'est la veille pour le lendemain. Et tout ce qui est moins urgent, tout ce qui est 40 jours en amont, en fait, on se dit toujours qu'on peut le repousser, quoi. Et puis, les journalistes sont des grands procrastinateurs, comme tout le monde le sait. Et donc, on n'arrive jamais vraiment à faire travailler les journalistes pour le magazine. Voilà. Raison pour laquelle, en fait, moi, j'ai recours à un réseau de pigistes plutôt externe. Voilà. Et puis on travaille avec les 3 personnes qui rédigent pour le magazine. Ça arrive aussi, ah oui, ça peut-être qu'il faut que je le dise, comme dans le magazine, mon adjointe est vraiment la spécialiste mode aussi pour le journal. Il arrive aussi qu'elle travaille pour le quotidien ou que moi j'écrive un papier pour le quotidien. Enfin voilà, mais c'est des collaborations qui sont très très rares. C'est à peu près la même chose. La rédactrice en chef participe à la réunion de rédaction de quotidien pour s'assurer qu'il n'y a pas, un doublement des sujets, mais la temporalité est semblable. Mais nous, on boucle le mardi, on l'a en main jeudi, il est en kiosque samedi. Du coup, on est plus proche de l'actualité sur ce qui se passe cette semaine. Mais ça reste pas, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. C'est comment on va raconter au long cours quelque chose qui est sociétaire, qui est
dans l'air des temps, qui a un questionnement, qui est... Ouais, c'est pas réagir à tout. Mais je pense effectivement, on en parlait avec Marc aussi, et c'est le quotidien fait de magazine, parce que ce qui se passe au quotidien, vous l'avez sur les réseaux tout de suite, en même temps. Et le magazine fait de magazine plus réfléchi peut-être, ou avec des angles un peu plus à côté, un peu plus fouillés. Nos journalistes ont plus de temps. Après, effectivement, on a un réseau grâce au quotidien qui est international de correspondants un peu partout, mais pas tous les correspondants déjà ont le temps de travailler pour nous parce que le quotidien est leur première chef, leur première. Mais c'est aussi pas tout le monde écrit au long cours. Pas tous les journalistes écrivent autant bien en cours qu'en long. Et du coup, il y a un réseau effectivement de pigistes. Je voulais justement parler de cette question parce que hier soir, donc au Club 44, Ariane Dayer avait parlé de la magasinification du quotidien. Et, comme tu le dis, donc est-ce qu'on peut dire que le magazine va encore plus loin dans le magazine, un peu par ça? Où on parlait justement, Julien Perrault aussi parlait de nouveaux objets comme les MOOC, qui sont une contraction du magazine et du livre book anglais, où on va vers des formats qui se rapprochent plus du monde de l'édition que du magazine. Ou est-ce que tu penses que c'est plutôt juste que vous continuez dans la voie du magazine tel qu'il est? Ben, je pense que comme journaliste, ce qui nous est demandé, c'est d'avoir une opinion. Et les gens nous lisent parce qu'on a une opinion et on a une connaissance sur un sujet qui leur permet de s'éclaircir, se questionner, comprendre. Et je pense que ça, c'est la grosse différence entre des réseaux qui reflètent l'actualité en flou et du journalisme qui cherche, qui enquête, qui questionne, qui pose des questions, qui rencontre les gens, qui voit les lieux. Non, je pense que ça a toujours été un faux problème, dans le sens que le magazine est clairement un support plus réfléchi, où on a plus d'espace, où la hiérarchie, dans notre cas, entre photos et texte est quasi paritaire, et que dans le quotidien, notre quotidien, on a moins d'espace pour les photos. On peut raconter une histoire visuelle avec une image, et nous, on peut la raconter avec 4, 5, 6, 10. Et le web est encore un autre support, le Instagram est un autre support, qui ne se cannibalise pas du tout, parce que les 400 000 qui nous achètent, sur Instagram, il y en a 4 fois ça, mais qui ne nous achètent pas, mais qui nous suivent. Sur le web, évidemment, on a beaucoup plus. Et aujourd'hui, est-ce que c'est plus intéressant d'être dans un magazine qui a un lectorat de 400 000, ou est-ce que c'est plus intéressant d'être sur le web où tu as 4 fois plus de lecteurs? C'est deux lecteurs qui ne sont pas les mêmes. Du coup, il n'y a pas de cannibalisation, je pense, entre les deux. Mais le magazine continue à faire du magazine sur un papier qui est du coup une structure. Stéphane, je voulais revenir donc sur la création de Society. On pourrait dire d'une certaine manière que ce magazine, c'est un peu aller à l'encontre de tout ce qu'on entend sur le magazine d'actualité, c'est-à-dire que celui-ci est en crise, c'est un moment très difficile. En plus, on le voit un peu par ce diaporama, c'est pas vraiment ce qu'on a l'habitude de voir au niveau du graphisme, de l'aspect visuel du magazine. On entend aussi qu'on n'a plus le temps de lire. Vous faites des papiers de 230 000 signes, on exagère un petit peu, mais quand même au très long cours. Donc, qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Et qu'est-ce qui vous a convaincu que que ça valait le coup de tenter cette expérience? Non, on s'est toujours...
Nous, on voulait faire un magazine d'offres, quoi, pas de demandants. Donc, on n'a pas fait de panel lecteur. On ne s'est pas demandé ce que les gens, enfin les gens, qui veut rien dire, mais on ne s'est pas demandé, oui, ce que s'il y avait un lectorat ou ce que le lectorat pouvait avoir. Nous, on avait envie de raconter des histoires, donc c'était plutôt une envie de journaliste de faire un magazine, effectivement, qui pouvait prendre son temps, qui pouvait donner de la place au récit. Bon, il y a aussi parfois des papiers plus courts. Tous les papiers ne font pas 250 000 signes. Mais voilà, donc il y avait aussi, au-delà du format, il y avait aussi des histoires qu'on avait envie de raconter, qui partaient d'observations du quotidien. On essaye de trouver. Il y a la façon de trouver les histoires où on essaye de. Voilà, on se promène, des observations, des discussions, et on était persuadés qu'on pouvait, qu'il y avait des choses à faire qui étaient hors de l'agenda médiatique tel qu'on l'a dans les quotidiens et qui est par ailleurs très très bien traité. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose avec moins de moyens que des gens qui le font très bien, avec beaucoup de talent. Mais voilà, on se disait, il y a peut-être des choses à faire, on voit des sujets, je sais pas, je pensais à un sujet là, comme il y avait, donc nous on a nos bureaux, on a déménagé depuis, on a nos bureaux en face d'un square. On avait remarqué que beaucoup de jeunes le soir venaient dans ce square et s'asseyaient sur des chaises qui sont vendues à Decathlon pour la pêche, donc des chaises de pêcheurs. Sauf que c'est pas du tout des pêcheurs, c'est plutôt des gens qui peuvent vivre de divers trafics et ou juste enfin voilà, c'est juste les gens qui sont dans la rue et qu'on voyait qu'ils s'asseyaient vachement là-dessus. Donc on s'est dit c'est étrange comment quelque chose passe du rayon pêche de Decathlon au square de certains quartiers de Paris. Et voilà, donc on s'est dit voilà, donc on va faire un article là-dessus, et puis on se rend compte en poussant de plus en plus que c'est pas juste une curiosité, ça raconte quelque chose de l'espace public, de comment on a essayé de retirer des bancs pour éviter que les gens se regroupent et fassent peur aux passants ou fassent du bruit parce que voilà, etc. Ça raconte aussi un habitat avec des gens qui vivent dans des petits appartements qui ont besoin, qui n'ont pas le choix en fait, qu'il faut qu'ils sortent. Ça raconte aussi comment on se réapproprie toujours finalement l'espace public, etc. Donc voilà, il y avait l'idée de faire des sujets je ne vais pas dire qu'on ne trouve pas ailleurs, parce que c'est un sujet typiquement qu'on aurait pu trouver dans l'EM par exemple. Mais voilà, on avait envie de raconter des histoires comme ça, et puis aussi de se dire que quand on interviewait quelqu'un, voilà, si ça valait 12 pages, on pouvait donner 12 pages. Voilà, et puis on avait l'impression que, pourtant on n'est pas tout jeune, mais qu'il y avait, qu'on ne trouvait pas, nous, dans les magazines existants, qui sont une fois de plus très bien. C'est pas, non, mais je suis pas là pour. L'Obs, l'Express, tout ça, c'est très bien. Mais nous, c'est pas ce qu'on lisait. Donc on s'est dit peut-être qu'il y a d'autres gens qui aimeraient lire ce que nous, on aimerait lire et écrire. Et voilà, en fait, c'est vraiment assez instinctif. Oui, j'allais justement poser la question. On pourrait croire que Society s'est un peu créé pour parler de l'actualité aux jeunes, mais c'est intéressant de comprendre que c'est finalement que ça vient pas de panel de lectorat, etc. Que c'est plus instinctif que ça. C'est plus une envie qui vient de journalistique. Ouais. Exactement. Et par ailleurs, par rapport à la jeunesse, donc on est effectivement plus. On a 8 ans de plus que quand on l'a créé, et on était déjà plus tout jeune. Mais là, c'est marrant, on va faire un bon test parce qu'on n'a pas vraiment de recul sur notre lectorat, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va peut-être vouloir dire un peu quelque chose sur qui lit des magazines aujourd'hui.
Parce que là, le numéro qu'on a en kiosque actuellement, on a choisi de faire la couverture sur un musicien qui s'appelle Bad Bunny, que je ne connaissais pas du tout il y a encore un mois, et qui se trouve être le musicien le plus célèbre du monde. Enfin, c'est celui qui est le plus streamé. Voilà, il a les records sur Spotify depuis 3 ans, etc. Et c'était marrant parce que quand on a parlé de l'idée de faire un article sur ce musicien, 100% des personnes de moins de 30 ans dans la rédaction, quand on s'est dit, bon, on met quoi en couverture ? Je ne sais pas comment vous faites, mais alors nous, c'est bon, on met quoi ? Et donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'on prend des directions, des décisions plutôt collégiales. Alors, 100% des moins de 30 ans, on dit, bah oui, évidemment, pas de débat. Hein. Et puis nous, un peu la vieille garde, on disait, bon, Bad Bunny, ok. Bon, je suis allé écouter, j'ai rien compris. Et donc voilà, je ne sais pas si ce numéro va vendre, auquel cas ça voudrait dire qu'on a peut-être un lectorat un peu jeune, ou va s'effondrer totalement. Et voilà, ça voudrait dire des choses sur l'âge des gens qui nous lisent. Donc soutenez, s'il vous plaît, le prochain numéro Bad Bunny de Society. Alors, par ailleurs, excellent. Non, mais au-delà du fait qu'il ne faut pas forcément aimer le reggaeton, non, mais ça raconte plein de trucs. En fait, ça raconte comment la pop aujourd'hui est passée de la langue anglaise à la langue espagnole. Ça raconte par ailleurs par ses engagements. En fait, ça raconte pourquoi ça marche. C'est quelqu'un qui vient de Porto Rico, qui vient plutôt de l'Amérique marginale et qui brise un peu les codes d'une musique qui est très macho à la base, et lui, au contraire, a un discours qui l'est beaucoup moins et une imagerie qui l'est beaucoup moins. Voilà. Bon, je vous engage à le lire. J'ai une question sur ça, parce qu'effectivement, les musiciens, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à avoir. Difficile à avoir parce que pas seulement ils ne savent pas qu'on existe en tant que magazine, mais le support magazine aussi, et que ce soit leur attaché de presse, pareil. Du coup, on n'arrive jamais, ou avec énormément d'efforts, sur plusieurs mois, des fois 1 an et demi, juste pour pouvoir les parler. Et c'est hyper frustrant parce que c'est quelque chose qui culturellement nous intéresse énormément. On a fait plein. Mais chaque couverture d'un musicien prend 1 an et demi pour avoir des entretiens, pour leur parler. Du coup, Bad Bunny, ça a pris combien de temps ? On l'a pas eu. Donc, non, mais en fait, on est pareil. C'est-à-dire que nous, ça fait 1 an qu'on essaye de l'avoir. Ça fait 1 an qu'on essaye de l'avoir. Alors, il a une manageuse qui répond à un message sur 18. Qui doit pas savoir sur Instagram, qui doit pas savoir qu'on existe. Voilà, c'est marrant parce qu'on pourrait faire des captures d'écran des conversations WhatsApp qu'on lui envoie. Puis alors au début il y a une réponse et puis après c'est que nous comme ça. Puis après ça devient humiliant, alors on arrête. Et après on se dit mais si on l'a pas, est-ce que c'est pour ça qu'il faut pas faire de... Et en fait non, en fait on a... il se trouve qu'on avait déjà fait un article sur le reggaeton il y a quelques années, il y a quelques mois, où un journaliste il était allé à Porto Rico, donc on avait quand même beaucoup de fonds, de reportages, etc. Après à New York il y a aussi beaucoup de choses, on a parlé à des gens qui sont proches, qui l'ont vu démarrer. Et en fait, on peut construire on s'est dit qu'on pouvait construire un article sans lui. Bon, vous me direz si vous trouvez ça réussi. Mais en fait, de pas s'empêcher. Enfin, c'est les musiciens et c'est les célébrités, c'est de pas s'empêcher parfois de. Donc, on essaye toujours de les avoir. Il y en a, parfois. Et qu'il y a des histoires quand même à raconter. Parfois autour d'eux pour ce qu'ils représentent, ou par exemple, je sais pas, pareil, musicien, l'an dernier, on a fait quelque chose sur Billie Eilish. Alors pour avoir Billie Eilish, c'est encore pire. Finalement, on s'est dit, c'est quoi ce qui est intéressant dans Billie Eilish ? C'est aussi ce qu'elle représente et c'est pourquoi les gens l'aiment. Donc on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter l'histoire d'un groupe d'adolescents
qui venaient, je crois, de Périgueux, qui vont au concert à Paris. Donc pourquoi, et de comment ils s'organisent sur les réseaux, comment ils se trouvent, comment ils se donnent rendez-vous, le voyage, est-ce qu'ils attendent, le concert, comment ça se passe. Et que finalement, en creuse, ça nous racontait le phénomène Billie Eilish, alors sans Billie Eilish. Mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et alors, juste pour finir sur ce que tu disais, le pire, c'est les images. Enfin, par exemple, ouais. Je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Ce procédé très structuré pour vos couvertures, où vous vous retrouvez, en fait, qu'est-ce qu'on met sur la couve. Est-ce que, Rini, pour toi, comment se passe, parce qu'on a déjà parlé de la couverture dans tous les panels, il me semble, mais on a surtout parlé du rôle de la couverture, mais comment ça se passe au niveau de la rédaction pour faire ces choix-là ? Alors, c'est un processus qui a en fait évolué depuis que moi j'ai commencé en fait pour ce magazine. Je suis arrivée dans un magazine où on savait par avance, c'est-à-dire avant de commencer le numéro, qu'est-ce qu'on allait avoir en couverture. Parce qu'en fait, on avait une manière de fabriquer les couvertures qui, en fait, demandait pas mal d'investissement. On contactait les gens en leur disant, voilà, on aimerait faire une cover story sur vous, avec un shooting photo qui va aller avec. Et donc, on mobilisait les gens pour les habiller, les maquiller. Enfin, voilà. Donc, c'est un processus qui s'apparente un petit peu à la fabrique d'un magazine féminin. Et donc, moi, je suis arrivée dans ce magazine-là, quoi. Et petit à petit, moi, je me suis rendu compte que c'était aussi une manière un peu trop rigide de fonctionner de mon point de vue, parce que ça voulait dire que on choisit la couverture, en fait, avant même de connaître l'intérêt ou la consistance du papier, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, on est coincé avec un seul type de couverture possible. Et j'avais envie d'élargir simplement ça, quoi. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé par alléger le processus de fabrication de la couverture ou de fabrication de comment on photographie les gens. Au début, on est resté sur une idée qu'on allait faire des couvertures uniquement avec des personnes, des personnalités. Mais comme dans un magazine, en fait, on peut avoir plusieurs portraits ou on peut envoyer des photographes pour faire plusieurs portraits. En général, je demande qu'on ait une option de couve, quoi. Voilà. Mais ça veut dire qu'on arrête de maquiller et d'habiller les gens. Ça veut dire qu'on arrête aussi de leur donner la possibilité de voir les photos, de choisir laquelle, de les retoucher. Enfin voilà, pour moi, c'était un processus qui était très lourd. Donc alléger tout ça. Et puis aujourd'hui, l'année dernière, on a fait toutes les couvertures de l'année. C'était des visages ou des gens en pied, quoi. Et puis cette année, j'essaye, parce que je fonctionne un petit peu comme je fais un peu mon petit bac à sable avec ce magazine. Cette année, j'essaye de fonctionner très différemment avec ça, où en fait, je pars sans a priori de ce qu'on va avoir sur la couverture, et je regarde ce qu'on a comme meilleure image, en fait. C'est-à-dire, je constitue des sommaires, et en fait, si l'image, c'est la force de l'image qui prime. Alors, assez souvent, on se retrouve, comme on publie soit des portfolios d'artistes, soit des shootings, mode ou design, voilà. C'est généralement ces photos-là, en fait, qui sont les bonnes, et parmi lesquelles on choisit le sujet de couverture, ou alors on a fait faire un portrait, typiquement Hans-Ulrich Obrist, qui est une personnalité intéressante. On a organisé un shooting sur lequel lui, il était assez joueur comme ça. Et comme on avait des bonnes photos, on a fait la couverture avec ça. Mais disons, on choisit la couverture a posteriori sur la base de ce qu'on a de bien, quoi, comme matériaux. Voilà. Ça, c'est pour cette année. Puis l'année prochaine, je ne sais pas comment ce sera. Et pour le M, Lucie ? Alors non, nous on fonctionne avec des sommaires qui sont assez précis sur plusieurs semaines. Du coup, on travaille en amont et en sachant
plus ou moins quel est le sujet qui va faire couverture. Ça nous permet de commencer à parler avec les journalistes, savoir si c'est un papier transversal, peut-être réfléchir à de l'illustration, du collage et pas à la photo. Si c'est un personnage, est-ce qu'on le suit sur une journée? Est-ce que c'est plus intéressant d'essayer de les avoir chez eux? Du coup, la négociation avec leurs attachés de presse, l'Élysée, ou voilà, selon le personnage. Mais après, on ne les a jamais vraiment habillés. C'est-à-dire, on a une séquence mode où on les habille clairement, qui dépend de la direction de la création. Et tout ce qui est éditorial, ça peut arriver effectivement d'avoir un spécial gastronomie où le chef invité est habillé d'une façon neutre, avec des couleurs neutres, mais on va pas au-delà de ça en général. Ou un spécial Cannes, ça peut nous arriver de s'assurer que l'actrice, l'acteur, évidemment, aille à un coiffeur, maquilleur, mais très léger pour faire nature, disons. Du coup, les sujets sont plus ou moins choisis en sachant que le papier peut-être arrive et c'est décevant, ou le reportage photo arrive et c'est décevant. Du coup, il y a toujours la possibilité de changer d'angle, de dire ce papier-là veut moi, mais on pourrait l'amener en couverture en ouvrant avec 5 pages plutôt que 7, qui sont les pages normalement dédiées au papier de couverture. Mais on a un sommaire organisé qui nous permet effectivement de travailler en amont, parce que même si on est beaucoup, l'équipe est constamment en train de travailler non-stop, et on ne pourrait pas produire. Du coup, c'était un peu la condition. Et les premiers mois de magazine étaient compliqués pour ça. C'est on peut produire s'il y a du sommaire. Après, le papier peut être anticipé d'un numéro, descendu de 3. Mais si on a un sommaire, la photo peut effectivement réfléchir au visuel, illustration, collage, photo. D'accord. J'ai un tout dernier sujet. Oui. Comment fait-on la couve de Society ? De différentes manières. Non, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a grosso modo, on fait le sommaire, avec pas énormément d'avance, mais voilà, donc on dit voilà ce qu'il va y avoir dans le magazine. Il y a des couves qu'on prévoit quand même, il y a des choses où on voit que c'est un potentiel de couve, d'autres numéros où on hésite. Donc effectivement, parfois il y a aussi des papiers dont on pense qu'ils méritent la couverture, même si c'est pas les sujets les plus faciles ou les plus faciles à illustrer. On est fier on trouve que c'est un bon morceau de journalisme et ou que le sujet est important, même s'il n'est pas très populaire et qu'on doit le mettre en une. Et souvent, ça dépend des directeurs artistiques également. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, nous on imaginerait faire peut-être la couve là-dessus, mais je ne sais pas ce que ça vous évoque. Alors parfois, effectivement, ça va dépendre de l'image. On a une très bonne image. Souvent, les images, on les reçoit plutôt au dernier moment, donc c'est pas forcément toujours en amont. Mais surtout, on croit beaucoup. Souvent, une bonne couve, c'est une bonne idée, je pense. Et parfois, comme ça, les DA, ils vont avoir une bonne idée. Par exemple, je sais pas tout à l'heure, je sais pas si elle a été projetée, mais une idée qui me vient en tête, c'est qu'on avait fait une couve sur les. On savait pas si on allait faire la couve ou pas, mais on faisait un sujet sur la mode HPI pour les enfants. Je sais pas si cette tendance à croire qu'on a tous des enfants surdoués, à haut potentiel intellectuel, et qui raconte un peu quelque chose sur le rapport aux enfants qu'on a aujourd'hui. Et donc voilà, donc on se disait ça pourrait être ça, mais en même temps une couve avec marqué HPI, qu'en est-il ? Bon, c'est pas forcément voilà. Et la directrice artistique a dit elle a mis un dessin réalisé par sa fille de 5 ans, et on s'est dit et si on mettait et nos enfants sont-ils vraiment tous des génies avec un dessin dégueulasse, un dessin normal. Est-ce que finalement c'est enregistré, ça dit pas quelque Stéphane chose un magnifique dessin d'enfant.
Bah, je l'ai chez moi. Mon fils a essayé de le refaire, il l'a moins bien fait. Donc, voilà. Non, et donc voilà, des fois il y a des idées, et puis donc les couves, elles sont faites en discutant. Parfois c'est une idée de titre, puis parfois il n'y a pas d'idée, puis les couves elles sont ratées. Enfin, toutes les couves sont pas bonnes. Mais ça peut venir soit d'un titre, soit d'une image, soit d'une association des deux, soit parfois de... Voilà, enfin, il n'y a pas de recette, mais nous, on trouve que les couves qu'on fait qui sont réussies ne sont pas forcément les plus belles, mais c'est celles où il y a une idée un peu forte, quoi. Y a un dernier sujet que je veux absolument traiter, même si on a pris du retard, et c'est en rapport notamment avec une œuvre qu'on trouve dans l'exposition, Le plaisir du texte, et d'un sujet qui fait énormément de débat actuellement dans plein de secteurs, et notamment celui du journalisme, et ça c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Voilà, je ne sais pas exactement comment appréhender cette question, c'est tellement vaste, ça pose des questions à la fois au niveau du journalisme lui-même, bien sûr, peut-être plus actuellement dans le cadre de l'information, du news que dans le contexte de magazine, mais également au niveau de l'image, de la création d'images. Donc je voulais avoir vos avis sur cette question, sur l'impact que ça va avoir sur vos activités. Rini, peut-être avec ton numéro spécial IA. Oui. Alors nous, en fait, septembre passé, on a fait un numéro intégralement illustré par des images générées, générées par des plateformes de génération d'images. Voilà. Pour fabriquer ce numéro, donc il est sorti en octobre. Vous l'avez là. En fait, il y en a tout un paquet. Vous pouvez vous servir. Pour fabriquer ce numéro, en fait, on a travaillé en collaboration avec un photographe qui, lui, est spécialisé dans l'utilisation l'utilisation d'une manière générale des outils de transformation d'images, mais en fait qui avait déjà passé tout l'été à bidouiller un petit peu sur ces plateformes et qui connaissait finalement mieux ces outils que la plupart d'entre nous. On en avait juste entendu parler, on savait que ça démarrait, on savait que ça allait être important. Et c'est vrai que dans la première fois qu'on voit en fait un de ces logiciels fonctionner, en fait, c'est vraiment assez fascinant, quoi, de voir comment une image se génère à partir d'un nuage de pixels. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Et qu'on puisse utiliser des mots pour évoquer des images, enfin les faire advenir. Enfin, voilà. Donc, moi, j'avais l'impression qu'on était face à une sorte de révolution à venir. Et on s'est dit, on va illustrer tout un numéro comme ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué un sommaire qui était un sommaire ordinaire, avec les sujets qu'on aurait fait pour n'importe quel numéro. Mais simplement, au lieu de commander des photos, en fait, on a fait travailler cet artiste photographe avec les plateformes qu'il connaissait. Donc, il y en avait 4 à cette époque-là, dont DALL-E, dont on a beaucoup entendu parler, dont Midjourney, dont Disco Diffusion, puis une 4e dont je ne me rappelle plus le nom. Et puis donc pour chacun des textes, il nous a fait des propositions. Alors, on discutait en amont avec lui pour savoir si on voulait un type d'image qui était plus de type photo ou plus de type dessin, ou plus de, voilà, parce qu'on peut choisir en fait, voilà. Donc pour rythmer quand même le magazine, on a vraiment fait ça ensemble, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je dise avec ça ? Oui, ce qu'il faut que je dise, c'est que c'était une expérience qui était assez géniale à faire, parce qu'on s'est rendu compte assez vite que ces outils-là, on ne peut pas les confier à des gens qui n'ont pas de culture de l'image. C'est-à-dire que c'est pas comme si on était en train de tuer le métier d'iconographe ou de rédacteur image. C'est vraiment qu'il faut des gens qui ont l'expérience de ce qu'est l'image du magazine, enfin dans un magazine, pour travailler bien avec ces outils, puis pour
en tirer des images qui ont du sens ou qui ont leur place dans un magazine. Donc je pense que c'est une transformation du métier plus qu'un remplacement, à mon avis, qu'on a plutôt intérêt à s'en emparer maintenant plutôt que de les subir. Il me semble que c'est aussi assez nécessaire d'aller au-devant de ça, quoi. Et de ne pas en avoir peur, parce qu'il y a aussi un potentiel génial. Et puis, une troisième leçon, moi, que j'en ai tirée, c'est que malgré tout, ces outils vont nous rendre service à plein de niveaux. Si bien qu'aujourd'hui, alors c'est évidemment matière à discussion, ça fait débat, etc. Mais nous, on les utilise encore. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments du magazine qu'aujourd'hui, on continue d'illustrer avec des images générées, mais qui ne sont pas... pour moi, ce qui est important, c'est qu'on utilise ces outils d'abord en labellisant très clairement d'où ça vient, quoi. Et puis de jamais entretenir la confusion avec des images prises avec un véritable appareil photographique, quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'est jamais des images qui ressemblent à des photos ou qui font croire que c'est des photos. Voilà. Oui, non, moi, sincèrement, j'en sais pas trop. Je me renseigne beaucoup, j'ai lu beaucoup de papiers là-dessous. Et je pense qu'en tant que journaliste, ce qu'on fait, c'est de faire confiance aux photographes. On les envoie, on fait confiance qu'ils ont effectivement été témoins de ça, qu'ils n'ont pas rajouté quelque chose à l'image, qu'ils n'ont pas enlevé des choses à l'image. Je pense que d'un certain côté, ça va être la même chose. Quand on va commanditer des photos, on fait confiance à la personne qui les crée et qui nous disent qu'il les a fait elle-même, lui-même. Mais je m'inquiète beaucoup parce que nous, à la photo, on m'y commande énormément aussi des illustrateurs et illustratrices et collagistes et je m'inquiète peut-être à tort, mais juste pour le moment pour eux, parce que je pense qu'effectivement, même si on a besoin d'un œil, cet œil-là représente une seule personne en rédaction qui du coup est capable de créer toutes les illustrations pour le magazine au coût d'un seul salaire plutôt qu'un salaire plus payer les illustrateurs pour leur travail. Du coup, pour eux, je m'inquiète peut-être un peu plus que pour les photographes, tout en sachant que j'ai envoyé là récemment un jeu de dites-moi si c'est de l'AI ou de la photo à tous mes collègues rédac photo un peu partout dans le monde. Et effectivement, on ne peut pas vraiment faire la différence. Et du coup, on doit à nouveau faire confiance à nos sources. Alors avant, c'était faire confiance à la source photojournalistique. Est-ce qu'on connaît ce photographe qui travaille pour l'AFP en Israël dans ce moment? Ben oui, non. Si je ne le connais pas, est-ce que je me renseigne? Si c'est un stringer pour l'AFP qui est en Yougoslavie, ben, il s'appelle comment? Et voilà, nous, on ne fait pas la guerre, mais ça va être la même chose de dire est-ce que ce photographe me donne les informations précises sur elle était ou pas présente à l'événement, elle a rajouté ou pas des choses. Mais après, je trouve l'instrument génial et effectivement, je suis hyper fascinée et je suis d'accord avec toi, Rémi, en disant je suis captivée, j'ai envie d'en savoir plus. On a fait des essais avec le directeur de la création. Mais voilà. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question de l'IA en général, mais pas seulement au niveau de l'image même, mais peut-être... Oui, peut-être au niveau... au niveau de l'image, je suis d'accord, effectivement, il y a toutes ces questions que ça pose. Ça les pose aussi au niveau du texte. Moi, c'est pareil, pour l'instant, on observe. Alors, je pense que encore plus pour ce genre de journalisme, finalement, il y a quand même un point de vue et une sensibilité qui j'espère, restera difficile à atteindre pour des robots. Donc, on observe. Ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de jouer avec aussi, comme d'autres journaux, on lit de voir ce que ça donnerait à un article écrit par l'intelligence artificielle ou
ou de faire une sorte d'article, où nous on a fait un article il n'y a pas longtemps une semaine vécue sous les conseils de ChatGPT, donc un journaliste qui dit alors dis-moi ChatGPT, j'ai un ami qui est malade aujourd'hui, est-ce que je vais lui rendre visite ou alors est-ce que je vais plutôt à la manif, parce que c'est important. Et alors ChatGPT disait essaye de concilier. Bon, c'était marrant, c'était pas non plus hyper voilà, enfin on s'amuse un peu avec, mais ça va pas non plus très très loin. Donc je sais pas ce que ça va donner. Oui, je pense qu'on est aux prémices de tout ça aussi, qu'on va avoir énormément d'évolution. Est-ce qu'on a une question dans le public pour les intervenants? Non? Très bien. Je vous remercie tous les trois énormément pour votre présence et pour cette discussion passionnante. Merci.